Ah ben on peut attaquer. Donc on nous a demandé de venir vous parler de ce thème étrange, c'est celui du robot steampunk. D'autant que l'image du robot, c'est vraiment la figure habituelle, la figure iconique de l'imaginaire science-fictif. Le robot est un thème des origines qui a accompagné la science-fiction à travers son histoire, qui a évolué avec elle, avec son lectorat et avec son temps. Et il n'est absolument pas étonnant de voir que le steampunk s'est emparé à sa manière du robot pour en explorer un petit peu les caractéristiques et en revitaliser à sa façon le thème. Pour les non-spécialistes, on va présenter ce que le steampunk en moins de 15 mots. Un peu plus, ça va être compliqué. Donc le steampunk est une esthétique rétrofuturiste qui vise à imaginer ce que serait le passé si le futur était arrivé un poil plus tôt. Autrement dit, j'imagine un 19e siècle où la machine, l'industrie, l'informatique, la technologie auraient fait un bond en avant considérable. En ayant l'idée que le steampunk est aussi une forme de la citation. Quand je lis une œuvre steampunk, je ne m'étonne pas que Jules Verne puisse apparaître et que Jules Verne puisse croiser Nemo ou un autre de ses personnages. Et après, si Victor Hugo survient, tout va très bien. Donc, quant au robot, ma foi, c'est une invention assez récente. Je vous rappelle que le robot a surgi au théâtre en 1923 dans une pièce de Karel Capek qui s'appelait Roure. Et que l'on peut schématiser affreusement l'histoire du robot en deux grandes périodes. Avant la Seconde Guerre mondiale, on a le héros compagnon, parfois un petit peu inquiétant, mais ça va être surtout un robot dans lequel va s'inscrire toute une foi en un avenir meilleur, avec comme maître tutélaire Isaac Asimov, avec les lois de la robotique. Mais après 1945, la bombe a révélé tout le potentiel destructeur de la science, et dans l'imaginaire, l'attitude envers le robot a souvent été plus méfiante, où cette fois, on a vraiment vu apparaître des figures de robots qui non seulement pouvaient prendre la place de l'homme pour des tâches pénibles, mais pouvaient prendre la place de l'homme tout court. Pour faire simple, on a un thème ancien, et dans les années 80 survient le steampunk, qui est un genre qui n'a pas de règles, pas de formes, vu qu'il va utiliser les formes existantes, ici la science-fiction, là le policier, ailleurs le fantastique ou le merveilleux, pour mettre tout cela à sa sauce. Pour terminer avec ce petit préambule, je rappelle encore que le steampunk ne se trouve pas que dans une seule dimension. Il apparaît en littérature, bien évidemment, mais aussi en jeux vidéo, jeux grandeur nature, jeux de rôle, en bande dessinée, en illustration, en musique. Donc on a vraiment une exploration qui va mêler et fusionner tous les arts, à tel point que l'on peut trouver maintenant très facilement sur Internet un créatif qui s'est amusé à détourner un R2D2 façon steampunk, Robbie le robot façon steampunk, ou le Terminator steampunk, quand c'est pas Iron Man steampunkisé. L'une des figures du robot qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le robot du 19e. Comme l'a dit Étienne, le robot en littérature est arrivé en 1923. Qu'est-ce qu'il y avait juste avant le robot? C'est la figure de l'automate, qui est l'une des figures les plus importantes pour le steampunk. Je veux juste rappeler aussi que des robots et des automates dans le mouvement steampunk, et dans la littérature en particulier, il n'y a pas foison. Les éditeurs fondateurs, si je ne m'abuse, n'ont pas mis d'automates vraiment dans les 3 premiers ouvrages. Cette figure de l'automate est une figure très ancienne. Déjà, bien avant le christianisme, il y avait
déjà les premiers automates, les précolombiens, les Chinois, les Égyptiens avaient l'habitude par exemple de nommer le pharaon par une statue mécanique qui allait le désigner dans la file des prétendants. Il y a eu un second souffle ensuite avec le développement de l'horlogerie, qui a vu apparaître ce qu'on appelle les jacquemars. Ce sont ces personnages qu'on trouve sur les façades, les frontons de certaines bâtisses qui sonnent des cloches à des heures précises. Et un peu plus tard, avec le siècle des Lumières, l'automate devient un peu une curiosité scientifique, notamment par un scientifique qui s'appelait Vaucanson, qui est un des personnages en fait, du roman aussi un personnage du roman de Xavier Mauméjean, La Vénus Intimite. Donc voilà, l'automate était une simulation du vivant. Vaucanson avait imaginé un canard qui faisait lui-même la digestion. Je n'entre pas dans les détails, mais l'automate est une simulation mécanique du vivant et de l'être humain. Là, par exemple, quelqu'un comme Pierre-Jacques Edrose avait fabriqué des automates. Il y avait l'écrivain, la musicienne, le dessinateur. C'est-à-dire que l'automate, une fois en route, réalisait une œuvre. Si vous avez vu Hugo Cabret, on est exactement dans cette lignée-là, où l'automate, une fois réactivé, va au bout de sa programmation et peut accomplir quelque chose. Des livres à grand secret. Au XIXe siècle, on a une vulgarisation de l'automate qui devient un objet, qui devient un jouet, un objet, et aussi un objet publicitaire. La fin du XIXe, c'est l'aube de la transformation de l'automate en robot, notamment avec la deuxième révolution industrielle. Cette deuxième révolution industrielle, comme je vous le dis, transpose l'automate en robot car il lui donne une autonomie. Pourquoi l'automate fascine-t-il les steampunks de tout poil? Tout simplement parce que l'automate c'est une machine et que la machine est une des figures elle-même, l'une des figures principales du steampunk. Certains théoriciens, si on peut parler théoriciens dans le steampunk, estiment même que s'il n'y a pas la machine dans certains romans, il n'y a tout simplement pas du steampunk. On écarte toute la partie un peu steampunk fantasy. Pourquoi la machine? La machine, tout comme l'automate, libère l'homme de ses contraintes. Et on est vraiment dans une période très positiviste. On est dans cette période qui voit la science comme l'avenir de l'homme en bénéfique. Cette période va terminer assez durement en 14 dans la boue des tranchées, où là on apprend que la science et la machine peut aussi provoquer l'extinction de l'homme. Cette machine et cet automate, c'est aussi la possibilité, c'est aussi l'homme qui garde le contrôle sur la machine. C'est la bidouille, c'est le cambouis, c'est la machine qui est réparable grâce à quelques engrenages. Donc dans le steampunk, on voit bien cette possibilité, même par petits bouts. On assiste par exemple dans l'ouvrage de Bacalo avec le comics steampunk à la résurrection d'un homme grâce à une sorte d'implant mécanique qui lui prend tout le bras et qui va changer même son cœur en fournaise. Et donc, excusez-moi. Et donc, c'est la série qui s'appelle Steampunk de Chris Bacalo. D'ailleurs, dans cette série, je veux pas dire, la résurrection de Napoléon est quand même vachement plus classe que juste le côté bras mécanique du gars. Mais sa résurrection est aussi faite grâce à cet implant biomécanique. Ce côté bidouille, presque bidouille de l'humain, qui est un thème très actuel, est hérité en fait du mot punk, du steampunk, qui prend le do it yourself,
bidouille du mouvement punk des années 70. Et donc voilà, la machine dans le steampunk est une machine, est un robot qui se doit d'être réparable et perfectible. Si l'on prend quelques figures connues, comme par exemple la figure de l'automate dans Les Confessions d'un automate mangeur d'opium, on voit bien ce robot, cet automate perfectible, il prend vie grâce à l'esprit d'un ancien soldat britannique qui est torturé, qui intègre ce robot et qui lui donne une nouvelle vie. Parce qu'en fin de compte, on peut découper le thème du robot en trois. Il y a donc le robot automate qui est donc programmé pour réaliser une activité de façon mécanique. Il y a le robot qui, lui, va être réalisé à l'image de l'être humain. Et il va y avoir l'être humain robotisé, le cyborg. Donc on a toute une gradation qui va nous amener progressivement de la machine strictement horlogère à une incorporation de l'être humain. Par exemple, quand tu évoquais la Vénus anatomique de Xavier Mauméjean, c'est donc ça se passe pendant le siècle des Lumières et il y a un concours qui vise à créer le nouvel Adam et on va réunir les plus grands scientifiques de l'époque pour qu'ils réussissent à créer la vie. Et ce que permet de faire le steampunk, c'est justement de poser le problème historique de l'automate, donc créer le simulacre du vivant par des sources mécaniques. Mais ce que fait Mauméjean, c'est qu'il va prendre également le thème de Frankenstein. Donc là, on se rattache au 19e. Et bon, Frankenstein, je vous rappelle tous, c'est le nom du scientifique. C'est pas le nom du monstre qui est anonyme dans tout le livre. Donc Frankenstein, c'est vraiment la chute du scientifique qui veut créer la vie et qui veut faire quelque chose. Si je peux dire une digression, pour moi, dans le roman, le monstre, c'est le scientifique. Voilà, c'est le Prométhée moderne, ça c'est le sous-titre du livre. Voilà, exactement. Si, c'est du monstre. Oui, parce que par son comportement et parce que c'est Victor, Victor F. Et bon, c'est pour ça qu'il est Prométhée, parce qu'il va tomber. Donc ce personnage là ce robot que l'on va créer pour qu'il ressemble à l'homme, en steampunk on voit qu'on aime bien ça. On va retrouver les robots géants. Alors là ça va être l'influence du manga. Donc je ne peux pas m'empêcher de citer le film Sucker Punch. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où il y a quand même cette séquence sublime de jeunes filles se battant contre des robots géants, des samouraïs en pleine Première Guerre mondiale. Non, les samouraïs c'est avant. C'est ensuite. Voilà, un puriste de Sucker Punch. Quelqu'un qui a vu Sucker Punch 2 fois. Non, juste une, mais les samouraïs ça intervient avant quand elle récupère son sabre. Et ensuite c'est pendant la seconde guerre. Enfin, techniquement ce serait plutôt la première au niveau esthétique. J'ai l'impression que Sucker Punch c'est le nouveau Wild Wild West. Tout le monde l'a vu mais personne n'ose. J'ai préféré Wild Wild West. Mais moi j'ai vu la version longue. Ah, De Sucker Punch. Donc il y a cette idée en steampunk qu'à travers cette figure, ce fantasme du robot, eh bien on va agréger des choses. Donc dans Sucker Punch, on va agréger le robot géant issu du manga. On va agréger tout cet érotisme un peu adolescent. Et après on va bien voir ce que le Glooby Gluga va donner. Bon, que ça fonctionne ou pas, c'est pas autre chose. Le robot géant qui menace Londres en plein 19e siècle, c'est un épisode de Doctor Who récent, avec les Cybermen qui sont en train d'attaquer Londres. Donc voilà, l'imaginaire agite, le mélange des genres s'agite, le steampunk, on mélange, on fusionne. L'imaginaire peut aller de la fantaisie au manga, de la science-fiction merveilleux. Ce qui prime, c'est que l'esthétique soit forte, prégnante,
et que l'ensemble donne une impression de bigger than life, de sidération, d'étonnement, que ce soit un étonnement visuel, un étonnement narratif. Ça marche aussi parce que c'est une thématique très actuelle. On voit toutes les avancées dans la robotique aujourd'hui. Il y a un parallèle évident entre le 19e siècle et l'époque que nous vivons aujourd'hui. On est en pleine révolution avec Internet dans tous les domaines de la société. La première révolution industrielle a été pour le 19e siècle un bouleversement énorme. Et on a les mêmes thématiques qui sont transposées aujourd'hui plutôt dans des pays en voie de développement, mais à Londres, les enfants travaillaient dans les usines, c'était les débuts de la pollution, les débuts aussi des très mauvaises conditions de vie. Donc il y a un parallèle entre aujourd'hui et ce 19e siècle qui reste malgré tout dans le steampunk clairement fantasmé. Et c'est ce que permet de faire le travail steampunk, c'est qu'il va reprendre un cliché, parce que, je sais pas, mais des histoires de robots, alors de gentils robots, on en a vu des centaines, de méchants robots, on en a vu des milliers. Donc là, vraiment, il est dur de surprendre encore et de faire quelque chose de nouveau. Et en réinvestissant un cadre rétro-futuriste, on arrive à prendre le cliché, à lui donner un peu plus de vitalité, un peu de vigueur, histoire de voir ce qu'il en sort. Par exemple, quand il évoquait le comics steampunk avec ce héros qui se retrouve donc avec un bras mécanique et un four planté dans le torse, on ne peut pas penser à la figure du cyborg. Ça concerne plutôt les vieux gars comme moi, mais ça concerne le personnage de Steve Austin. Mais c'est pas le Steve Austin de L'Homme qui valait 3 milliards, c'est le Steve Austin du roman Cyborg, qui est à l'origine de la série télé. Donc le roman que tout le monde a oublié et que les gens devraient lire. Donc un roman de 74, où justement il y a ce long développement où le personnage de Steve Austin, qui se réveille avec des organes, des membres artificiels, commence à sombrer petit à petit dans une espèce de dépression parce qu'il n'est plus tout à fait humain, il n'est plus tout à fait mécanique. C'est exactement ce qui se passe aussi avec le personnage de Napoléon III dans La Lune seule le sait de Johan Elio. Napoléon III qui est le grand méchant de ce roman, qui est maintenu en vie par une sorte d'exosquelette mécanique bourré de drogue pour survivre à sa condition de moitié homme, moitié mécanique. Ce que l'on retrouve aussi dans L'étrange pouvoir de Finn et Jane, donc roman publié dans la collection Harlequin, donc du steampunk sentimental, où un des protagonistes découvre que pour le sauver, on l'a transformé à moitié en machine. Et ce qui fait que ce personnage, là encore, doute sur sa propre humanité, et comme il ressemble énormément à Wolverine, enfin à Serval, je ne sais plus comment on l'appelle, il y a donc tout cet effet entre les X-Men, entre le cyborg, entre l'homme qui doute de ce qu'il est, qui est une des rares choses intéressantes du livre. J'allais te demander justement. Harlequin fait donc référence à Wolverine. Exactement. Dans Random, vous avez Mathias Cozieux avec la mécanique du cœur. Voilà. Donc là, on est exactement dans le... Là, on n'est pas chez Harlequin. C'est le chanteur de Dionysos qui a fait un bouquin qui fait un parallèle avec l'album. Je pense à la dernière version à la dernière suite de BioShock, le jeu vidéo, où on a un personnage qui est un cyborg steampunk. On va pas en dire trop pour éviter de gâcher l'effet de surprise. Donc se pose la question, si on continue un petit peu plus loin, c'est en quoi est-ce que l'homme robotisé devient un homme augmenté. Ce
que l'on va retrouver en steampunk, mais ce n'est plus se mettre des puces électroniques, ce n'est plus se mettre des implants. Donc ça va être l'homme qui va changer ses membres avec des extensions mécaniques, ça va être les lentilles de visée, ça va être tous ces systèmes-là qui apparaissent. Toujours dans le gigantisme, on n'est pas dans le discret avec ces implants steampunk. On est dans le gigantisme, le cuivre et la bidouille, le graisseux. Oui. La bidouille, je trouve ça atrocement péjoratif quand même. Pardon? Le terme de bidouille, je le trouve atrocement péjoratif. Non, c'est la traduction directe de tinker, le bidouilleur, qui n'est pas du tout péjoratif pour nos amis steampunk américains. C'était pas du tout le cas. Justement, à propos de ce terme bidouille, j'ai relevé un truc tout à l'heure, vous avez dit bidouille, c'est-à-dire le contrôle sur la machine en fait. Voilà, l'homme. Bidouiller, effectivement, c'est conserver le contrôle de. Oui. En fait, non, mais voilà, c'est ça. Donc, comme je ne peux pas bidouiller mon téléphone, je n'ai aucun contrôle dessus. Je cherche télécharger des applications dessus. Oui, mais ça c'est du software. Mais au niveau du hardware, on n'est plus du tout en mesure, notamment avec la 5e version de ce téléphone à la pomme, qui n'a plus de vis et qui est totalement collé. On ne peut plus le réparer soi-même. L'idée, c'est de garder l'homme garde le contrôle sur sa machine, c'est-à-dire il est en mesure de réparer lui-même ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, par exemple avec les nouvelles voitures bourrées d'électronique, il faut cette valise pour faire des vérifications. Donc c'est aussi ce côté, le côté punk du mouvement steampunk, c'est cet aspect en partie, on ne va pas dire développement durable, mais recyclage, réparation. C'est aussi s'approprier la machine. C'est aussi s'approprier la machine. D'ailleurs, le mouvement steampunk n'est pas du tout... beaucoup de personnes du mouvement des communautés ont tous un téléphone portable, mais ils vont peut-être s'attacher à customiser des coques, par exemple, les coques de leur téléphone, comme j'ai vu passer là-bas. Quand on voit le steampunk anglo-saxon est beaucoup plus politisé au sens d'une conscience écolo verte. Eux, il y a beaucoup plus cette idée-là, qu'il y a une réaction par rapport à certains excès de notre époque et une volonté de retrouver certaines valeurs. D'ailleurs, la limite, la différence entre artistes et artisans est très très floue dans le steampunk. Beaucoup d'artistes considèrent leur œuvre ou leur création terminée que si elle est vraiment effective. Si on veut prendre un exemple très simple, ce jeune homme a un Gatling gun fabriqué lui-même. L'intérêt est quand même que ce Gatling gun tourne quand on appuie sur la détente. Sinon, il y a un petit aspect aussi... Il manque un truc. Attendez, il va faire le son après. On attend le son avec impatience. Oui. Donc l'idée, c'est qu'à travers le thème du robot, on voit que la mécanique steampunk est une mécanique qui est, comme cela lui est souvent reproché, une idée de recyclage et de reprise de thèmes antérieurs. Le steampunk ne cherche pas à être sur la frange de la nouveauté, ni d'un point de vue stylistique, ni d'un point de vue narratif, ni d'un point de vue thématique. Il cherche au contraire à retrouver une certaine forme de liberté dans le récit, un certain, on pourrait dire un retour vers le plaisir pur, simple, immédiat du texte, le plaisir de la grande aventure, le plaisir du mystère, le plaisir des rythmes et du mouvement. Il y a aussi une énorme partie pulp dans le steampunk où on essaie de retrouver cet esprit d'aventure des pulp des années 20. C'est pour ça que le steampunk est surtout une esthétique. En tant qu'esthétique, il est une boîte à outils
qu'un écrivain, qu'un musicien, qu'un artiste plasticien, qu'un concepteur de jeux vidéo peut prendre ou ne pas prendre pour faire sa réalisation. Mais ce n'est pas comme on a pu connaître, là, on parlait de steampunk, le cyberpunk. Le cyberpunk était un mouvement de science-fiction qui avait des codes, des normes. On était dans le cyberpunk où on était leur ennemi. Il y avait tout un dogme. Pour le steampunk, il n'y a pas de dogme. Le steampunk n'a jamais été défini, n'a jamais été expliqué. Il n'y a pas de manifeste du mouvement. Et d'ailleurs, la définition qu'Étienne a donnée du steampunk en début de conférence est un peu notre définition commune, qui ne sera pas forcément celle d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit encore une fois, moi personnellement, j'accepte dans le steampunk des créatures fantastiques ou d'autres formes héritées de la fantaisie et du merveilleux, ce qui n'est pas le cas de nombreuses autres personnes qui considèrent que voilà, la machine prime, et chacun a donc sa définition. Si vous allez sur les forums le forum français en l'occurrence, vous pourrez voir les longues discussions qui n'en finissent plus sur quelle est la définition du steampunk. Et notamment... D'ailleurs, on a lâché l'affaire sur le... Il faut arrêter. On a arrêté, mais il y a toujours quelqu'un qui en relance. Mais on se rend compte que dès qu'il y a une question un peu intéressante, qui va un peu plus loin, qui gratte un petit peu sur ce qu'est le steampunk, on en revient toujours à un moment donné à cette question. Quelqu'un va demander à quelqu'un d'autre, mais alors, mais c'est quoi le steampunk pour toi? Et c'est intéressant aussi de... Je trouve cette question-là beaucoup plus valable. C'est quoi le steampunk pour toi? Oui. C'est quoi le steampunk pour toi? C'est ce que dit par exemple c'est indéfinissable. Mike Perchon, qui est un universitaire canadien qui travaille sur le steampunk en littérature. Et quand on lui a demandé, quand on lui a posé la question pour le livre, qu'est-ce qui est votre définition du steampunk, il nous a clairement dit que cette question n'a pas de sens. Il vaut mieux essayer de savoir quel est le degré de steampunk dans tel ou tel ouvrage, plutôt que de dire ça c'est du steampunk, ça n'en est pas. Tout à l'heure, vous avez dit que le steampunk n'avait pas de dogme. Définir quelque chose, c'est le restreindre. Quand on définit quelque chose, on le restreint. C'est un petit peu antithétique. Si on essaie de définir quelque chose qui n'a pas, justement par définition, de frontières, parce que c'est juste un concept esthétique. On va essayer. C'est que je ne suis pas un artiste. Moi, je suis... oui. Mais je ne suis pas un créateur. L'artiste, lui, va créer son steampunk. Moi, je suis du côté du critique, de l'essayiste, et qui regarde après. Et en regardant après, a posteriori, moi j'essaie de voir une unité, j'essaie de voir une construction, là où l'artiste, lui, se moque totalement de l'unité. Ce qui l'intéresse, c'est sa création à lui. Donc c'est mon regard de critique qui remet un sens là où il n'y en a jamais eu avant. Le steampunk, en littérature, existe depuis plus de 30 ans. N'a jamais été défini par aucun des auteurs qui ont fait du steampunk. Le steampunk fait par des Français n'a rien à voir avec le steampunk fait par des Anglais, et encore moins fait par des Américains. Les Américains prêtent beaucoup d'importance aux fictions populaires américaines des années de la fin du 19e siècle, les Idissonades. Nous, les Idissonades, donc c'était les romans populaires qui étaient faits sur des romans de Katsu qui avaient comme personnage principal Edison. Donc tous ces romans-là, qui étaient vraiment faits de la littérature industrielle, en France, on n'en a jamais entendu parler. Tout ce qu'on a eu, c'est Villiers de l'Isle-Adam, dans l'Ève future, qui met le personnage de Thomas Edison. C'est tout. Mais... voilà, donc un Américain qui va faire son steampunk, lui il va avoir sa culture, il va donc, ces Edisonades-là, il va y avoir le personnage d'Edgar Allan Poe. Un critique américain va toujours citer Edgar Allan Poe parmi les grandes influences du steampunk. Un critique européen citera Jules Verne et H.G. Wells.
j'en ai pas lu qui, dans les 50 premières pages, va développer l'image de Poe. Tandis que si on lit les Américains, eux, ils vont de suite en faire une figure majeure. Est-ce que Poe était traduit par Baudelaire, donc c'est pas... Ah non, non, c'est simplement parce qu'il y a le prisme de sa propre culture et que le steampunk est une machine à explorer ma propre culture. Ce qui explique qu'en France, on puisse faire du steampunk qui se déroule en 1910 avec les brigades du Tigre qui vont arrêter des voyous du côté de l'île, mais que ça ne marchera pas en Pologne, mais en Pologne ils peuvent faire du steampunk qui sera autre chose, en Turquie ils vont faire du steampunk qui sera autre chose, et aux États-Unis, etc. Donc voilà, c'est ce que j'entendais par l'idée qu'il n'y avait pas de dogme, parce que quelqu'un qui lit du steampunk n'a pas besoin de l'apprendre. Quelqu'un qui lit de la science-fiction ou de la fantasy, enfin c'est pas facile, quelqu'un qui n'a jamais lu de science-fiction. Faites lire d'un roman de science-fiction à quelqu'un qui n'en a jamais lu. Il va se dire que ça, d'un roman de fantasy, il me faut les codes du fonctionnement de l'univers, de cette écriture-là. Tandis que le steampunk, on le comprend de suite. Parce que il y a eu les mystères de l'Ouest, et c'était du steampunk. Il arrive effectivement très souvent, notamment autour de ce livre aujourd'hui, des personnes qui nous demandaient ce que c'était le steampunk. Et en ayant feuilleté après quelques pages, je me dis, ah oui, en fait, là, tout de suite plein de références, les mystères de l'Ouest, Jules Verne. Il y a un côté, notamment en France, un côté, le steampunk fait un peu partie de l'ADN de la France, parce qu'on est bercé par Jules Verne, un peu moins par Wells. Voilà, si vous allez à Nantes, les machines de Lille avec l'éléphant mécanique, ça c'est du steampunk. Vous diront surtout pas ça, ils n'ont pas envie d'être étiquetés. Mais renommée internationale, il y a un auteur américain qui a encore partagé une photo de l'éléphant de la machine de Lille. Il ne croyait pas au début, il nous disait non, c'est pas possible, c'est photoshopé. N'oubliez pas que Jules Verne est le deuxième auteur le plus traduit au monde, après Agatha Christie. En France, voilà, on a toujours cette attitude-là où on fait un peu, presque un peu blasé. Voilà. Et on va dire Jules Verne, c'est pour les enfants. Alors oui. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a certains textes qui ont mal vieilli, mais ça ne peut pas trop le dire. Mais il y a ça. Donc cette idée-là qui fait que je ne suis pas du tout étonné que Fincher prépare un remake de 20 milieux sous les mers. Avec Brad Pitt. Et j'espère que ce film sera le premier film steampunk. Ned est un abruti dans le roman. Et puis, j'espère qu'ils le représenteront le Nautilus tel qu'il est, et non pas tel qu'il a été totalement déformé par la version Disney qui n'a rien à voir avec le livre. C'est surtout pour Nemo plus que pour le Nautilus. Oui, qui est-ce qui joue Nemo? Qui joue Nemo? Ah ça on sait pas. Parce que Nemo, c'est quand même être un Indien. Un Indien, oui. Ouais. Pourquoi il faut pas ça? Ah bah oui. Mais non, tout est possible. Tout est possible. Là on est parti loin du robot, c'est pas grave. Je rebondis sur le côté dogmatique et je le mets en rapport avec les robots pour vous aider. Il y a l'auteur américain en question qui est une grosse, qui s'exprime énormément sur le steampunk et au milieu de pas mal de conventions, en l'occurrence sur place, a sa petite théorie qui n'aime pas appeler une définition du steampunk, mais qui considère comme un genre qui est athée par réaction justement un petit peu à un obscurantisme religieux qui aurait tendance à revenir. Et c'est vrai que le steampunk, quand on voit le roman de La Vénus de Mauméjean, qui est situé dans le siècle des Lumières, c'est pas anodin. Je veux dire, le côté humaniste qu'il y a aussi dans le steampunk, je trouve, en tout cas, c'est une extrême réaction justement à les obscurantismes qui perdurent. Jules Verne, lui, quand il assoit la science en disant mais non, arrêtez, ça n'a rien de divin, on peut aller sur la Lune, le royaume des cieux est à nous, c'est un petit peu en réaction aussi. Les robots, quand tu disais tout à l'heure que les robots du
steampunk ont une particularité, c'est d'être réparable. C'est bien aussi de rabaisser le robot au niveau d'une création humaine et qui n'a rien de divin comme par exemple les golems dans l'Antiquité ou les ancêtres des automates qui eux par contre vivaient sous l'action divine finalement. Donc ce que lui définit comme le steampunk, c'est justement dans l'absence de dogme, quelque chose de profondément athée et qui s'écarte complètement de définition sacrée, on va dire. Alors après, je sais pas. C'est quel auteur? Stephen Hunt. Très présent sur les réseaux sociaux, notamment Stephen Hunt. Et qui a écrit pas mal de romans assez courts, mais qui sont vraiment super chouettes. C'est vraiment Hunt comme la chasse. Comme la chasse. Et Stephen comme Stephen King. H-U-N-T. Comme le grand capitaine du 19e siècle. Justement, il vient de me faire penser, pour revenir sur le thème des robots, justement le côté réparable et fabriquer des robots dans le steampunk qu'on ne trouve pas principalement dans les œuvres de fiction japonaises, c'est les qui en ont quand même le plus. C'est que la plupart du temps, dans les œuvres de fiction japonaises, c'est jamais le héros qui a construit son truc. Il hérite toujours soit d'un lointain passé qu'ils ont découvert une technologie qui était déjà sur Terre avant et qui se la réapproprie, soit c'est une technologie alien, enfin il y a toujours le côté, ils la connaissent pas à fond, ils ne savent pas exactement d'où ça vient, il y a le côté c'est intouchable, c'est pas une création qu'on pourrait faire, qu'on pourrait reproduire, et si jamais elle est cassée, c'est foutu, l'humanité est perdue parce qu'on a plus cette super arme. C'est un peu ce qui se passe dans le roman de Johan Elio, La Lune seule le sait, où les extraterrestres ont débarqué un peu avant la révolution, l'exposition universelle. Ils ont révolutionné toute la technologie. On parlait tout à l'heure de l'exosquelette de Napoléon III, c'est une technologie extraterrestre. Rapidement, dans le roman, c'est Jules Verne qui est envoyé sur la Lune pour aller sauver Louise Michel d'une prison sélénite. Et donc on ne sait pas, il y a ce mystère de... On ne sait pas ce que l'humanité aurait fait si elle n'a pas eu cette technologie. Et surtout, on ne sait pas pourquoi les extraterrestres sont venus pour nous la donner. Et donc ça fait aussi un peu écho à cette idée de la technologie lointaine qui a été retrouvée. On ne sait pas quoi en faire, on se débrouille avec et on la bidouille surtout. Ce n'est pas péjoratif du tout. Et puis l'idée que en steampunk, on est quand même dans une tradition qui va être celle du roman populaire, du grand récit, et on se moque de ne pas savoir. On se moque de ne pas savoir comment fonctionne le robot géant. Le principal, c'est que quand je vois le robot géant, je sois sidéré, je sois épaté, je sois... C'est comme en fantasy, on ne cherche pas à savoir comment marche la magie. De base, elle est là et on l'accepte. Tandis qu'en science-fiction, on va chercher au contraire... Ça dépend quelles œuvres. Ça dépend quelles œuvres entre la science-fiction basique, les sabres laser, personne ne sait comment ils marchent et tout le monde s'en fout. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est un grand débat sur c'est un autre débat, c'est le soap opéra et de la science-fiction. Voilà, est-ce que Star Wars particulièrement Non mais enfin, à part dans la hard science où c'est vraiment explicatif, dans la plupart des univers imaginaires, ne cherche pas réellement à expliquer les sources justement des déviances qu'on a par rapport à d'autres mondes. Que ce soit en termes de magie, de technologie, c'est plus simple effectivement d'accepter comme postulat de base pour ensuite partir dans le récit. C'est intéressant d'un point de vue écrit, parce que c'est vrai qu'on a tendance dans l'écriture, on a tendance à vouloir justifier les choses. On a tendance à vouloir se sentir obligé d'expliquer quelque chose alors que finalement, on n'est pas nécessairement obligé de donner une explication à toute chose. Et qu'on peut le principal, c'est que ça fonctionne. Et voilà. Et que ça serve l'histoire. On raconte une histoire. On n'est pas obligé de raconter une histoire avec un robot, on n'est pas obligé d'expliquer comment le robot fonctionne. C'est vrai que ça dédouane en fait d'une certaine un sentiment d'obligation d'expliquer peut-être trop et de sortir finalement de l'histoire qu'on raconte. C'est le film Steam Boy. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc de Tomo. Le film d'animation japonaise. Steam Boy, je sais pas vu. Donc là qui se passe en plein 19e siècle. En Europe. En Europe, avec un jeune garçon ingénieur brillant, génialissime,
qui va devoir choisir entre deux conceptions de la science, celle incarnée par son grand-père, qui est une science humaniste, et celle incarnée par son père, si je me souviens bien, où c'est une science beaucoup plus utilitariste et qui peut déboucher sur les machines de guerre. Et l'adolescent est justement porteur d'une technologie qui n'est jamais expliquée et qui permet de faire des choses extraordinaires. Et petit à petit, il va se révéler être un héros et devenir le Steam Boy. Donc je vous recommande de le voir, c'est magnifique. Justement, elle est expliquée assez vaguement, mais contrairement à beaucoup de choses, ce qui permet de faire fonctionner les machines à vapeur, dans ce monde-là, en fait, on a que des machines à vapeur assez, on va dire, standards. On va avoir des automobiles à vapeur qui vont un peu changer notre époque, mais on a principalement des locomotives qui nous engagent en commun. C'est justement cette technologie qui a été étudiée par le grand-père, en fait, qui est expliquée comme une espèce de glace extrêmement froide qui permet d'obtenir une très haute pression de vapeur avec un tout petit mécanisme qui va permettre de faire fonctionner justement toutes les grosses inventions à côté. Donc il se retrouve dans les mains, justement, plus qu'une technologie, en fait, une source d'énergie qui permettent de sublimer toute la mécanique en fait, de son siècle. Je trouve, c'est un autre niveau de lecture du coup, quand on a ce détail-là vers le milieu de l'histoire, de se rendre compte de ça, que le père et le grand-père ont travaillé sur la même chose, à développer de la même manière, et que les deux ont été changés dans leurs idées par cette découverte. Pour incarner deux images de la science. Voilà, deux pères différents. Donc le Steam Boy doit choisir qui est son père. C'est très récurrent dans les fictions japonaises d'avoir le grand-père qui prend la place du père et inversement. Donc il y a cette idée-là qui est une vision de se servir du 19e en ce qu'il porte les germes de notre époque, de notre modernité, comme tu le disais, afin justement d'évoquer des thématiques plus larges, plus lâches ou plus générales. Par exemple, si on pensait à la machine à différence, donc écrit à 4 mains par William Gibson et Bruce Sterling, qui imagine justement que une invention qui aurait pu avoir lieu au 19e siècle, la machine à différence, a effectivement été réalisée. Et dans le roman vont apparaître, alors non pas des robots sous forme d'exosquelettes ou de choses un peu science-fictives, mais des machines industrielles gigantesques. Notamment des ordinateurs gigantesques, parce que si vous faites un ordinateur à base de boulons et de rouages, ça va prendre la taille d'un immeuble. Donc il y a cette idée-là de la machine et de la science qui demande à être domestiquée, exploitée, et pour le bien de l'homme. Pour le bien, et là c'est dit avec toute la gentillesse nécessaire, c'est-à-dire sans naïveté mais avec gentillesse, le bien de l'humanité. Dans le temps qui nous reste, parce que là, c'est bien, avec vos questions, on est parti sur des choses un peu inattendues. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, posez-nous des questions que vous voulez. Ouais, moi j'en ai une. Vous êtes revenu plusieurs fois sur le fait qu'en fait, un des seuls impératifs, entre guillemets, du steampunk, c'était de sidérer, d'étonner, d'avoir cette dimension artistique. Pourquoi justement ça revient tout le temps? Pourquoi est-ce que ce besoin de... Je veux dire, en fantastique aussi, parfois on a ça, dans la science-fiction aussi, on a ça. Je veux dire, c'est pas son seul attribut, sidérer quelque chose. Ouais, c'est vraiment un ce n'est pas le seul attribut. Ce n'est pas le seul. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un waouh d'étonnement devant quelque chose de science-fiction. Là, je peux vous parler de bande-annonce. Qui est-ce qui s'étonne encore? Je sais que dans les années 70-80, il y avait de grands illustrateurs de science-fiction et voilà, leurs œuvres vraiment étonnées.
Aujourd'hui, qui est-ce qui fait encore de l'illustration de science-fiction, si ce n'est pour faire des couvertures? Qui est-ce qui travaille encore l'illustration pure? Quand est-ce qu'il y a eu la dernière fois une bonne annonce de film de science-fiction où les gens ont fait waouh? Pacific Rim. Arrête. Sugar Punch. Ah oui. Enfin. Non mais c'est parce qu'il y a la voix de GLaDOS aussi. Ça... Non, non, mais justement, le steampunk, c'est cette idée de remettre de l'étonnement, remettre de l'émerveillement dans l'imaginaire. Ce que faisait le roman populaire de la fin du 19e au début du 20e, ce que la littérature de genre offre encore, et ici c'est la volonté de l'offrir, mais puissance 1000. C'est ce que faisait la science-fiction il y a encore quelques années, malheureusement. Enfin, Je pense qu'il y a aussi ce c'est côté. vrai qu'aujourd'hui, la SF, c'est devenu très... alors, il y a toujours des très bons romans et des très bons films de, oui, de SF. oui, oui, ben, Mais, faut qu'on ait- mais je partage totalement l'avis que l'émerveillement a été perdu largement en route. De mon point de voilà, vue de lecteur dévoreur de SF, et je ne lis que ça. Je pense qu'il y a peut-être Ça s'est un perdu en aspect route. aussi panne de l'imaginaire. On défend un peu. C'est un peu le postulat de Raphaël Colson qui a écrit l'ouvrage Rétro-futur au mouton électrique. Son postulat, c'est voilà, à partir des chocs pétroliers, c'est-à-dire dans les années 70, il commence déjà à y avoir une panne de l'imaginaire futuriste. Alors on a du mal à imaginer le futur autrement que post-apocalyptique ou alors ces méga corporations. Mais on est en pleine guerre froide à cette époque aussi. Oui, mais dans les années 80, par exemple, on a un mouvement en France, on a un mouvement un peu réflexif. On essaie où on crée un peu partout des écomusées où chaque ville veut conserver son patrimoine. Et dans les années 90, il s'avère que voilà, maintenant on est à fond dans le vintage. Mais il y a matière à bâtir de l'émerveillement sur des inquiétudes, et la dernière preuve en date est ressortie au cinéma, Jurassic Park. Je veux dire, Jurassic Park est quand même un roman à la base fondé sur une inquiétude légitime sur la bio-ingénierie, et un film d'émerveillement pur. Spielberg, de toute façon, c'est un gamin, il sait faire que ça, donc c'est vraiment... Ça, c'est les années 90 aussi. Mais voilà, ça remonte déjà à 10 ans, quoi. Maintenant, vraiment, 20 ans. on est en 2013, aussi. Je suis pas si vieux que ça. Si on veut parler du cinéma, on a full de préquels, de remakes. Voilà, quand on voit un des Tim Burton, le dernier Tim Burton avec Johnny Depp, voilà, c'est juste. Il n'est pas mort, Tim Burton? C'est possible. Non. Après Sleepy Hollow, oui. Il aura mieux fait peut-être. Non mais voilà, C'est celui qui a fait la belle des singes, oui. Oui, voilà. voilà encore une fois, le remake de la planète des singes élude totalement le propos de l'original. Donc, Alors que les origines sont vachement mieux déjà. Ouais,